Quand je suis arrivée devant l'église Saint-Sulpice, ce samedi de printemps, mon cœur battait comme si l'on frappait doucement à l'intérieur. J'avais 68 ans et l'impression étrange de marcher vers un moment qui allait décider du reste de ma vie. J'avais choisi ma plus belle robe bleu pétrole, passée par le coiffeur au petit matin, chignon élégant, maquillage discret. Je voulais être irréprochable, digne, présente, comme une mère qui s'apprête à voir son fils unique se marier. Je portais un léger parfum que je gardais depuis des années pour les grandes occasions. Et rien, absolument rien, ne me préparait à ce qui allait m'attendre sur le parvis. Je venais de poser le pied sur la première marche quand 2 hommes en costume sombre se sont avancés. Agents de sécurité. Je les ai regardés, surprise, avant de comprendre que je n'étais pas leur simple obstacle, mais leur cible. Henri est sorti de l'ombre, mince, pâle, le visage tendu. Ce n'était pas le fils que j'avais élevé à Saint-Maur-des-Fossés. C'était un homme figé, comme emprisonné dans une réalité qui n'était pas la sienne. « Maman, tu ne peux pas entrer !» Sa voix tremblait, mais il ne me regardait pas. « Comment cela, je ne peux pas entrer ?» ai-je murmuré, en gardant le dos droit. Il a avalé sa salive. « Je ne t'ai pas invité. Fabienne m'a convaincu que tu ne fais plus partie de notre vie. S'il te plaît, pars. » Les mots sont tombés comme des pierres dans un puits profond. Les invités se sont retournés. Certains chuchotaient, d'autres détournèrent le regard. Je n'ai pas pleuré. Une femme qui pleure devant un public offre son pouvoir à ceux qui veulent la briser. Je ne donnerai cela ni à Henri, ni à quiconque manipulait sa pensée. J'ai inspiré lentement, comme Olivier me l'avait appris autrefois, quand les tempêtes financières menaçaient notre petit atelier de mécanique automobile à Créteil. Je me suis approchée de mon fils jusqu'à ce que nos regards se croisent enfin. Ses yeux étaient vides, comme anesthésiés. « Très bien, Henri. » Ma voix était calme, posée, presque douce. « Mais n'oublie pas de regarder ton téléphone. » Sa confusion a duré 1 seconde. Je me suis retournée sans trembler. Les agents se sont écartés. J'ai descendu les marches avec la certitude tranquille de quelqu'un qui a déjà tout prévu. Quand la portière du VTC s'est refermée derrière moi, j'ai enfin laissé l'air sortir de ma poitrine. En route vers Saint-Maur-des-Fossés, les rues de Paris défilaient, mais je ne les voyais pas. Ma voix intérieure prenait toute la place. Tout ce qui allait se passer, je l'avais anticipé. À l'heure exacte où Henri dirait oui devant le prêtre, son téléphone recevrait une série de documents, de vidéos, de messages enregistrés, des preuves impossibles à nier. Des vérités qu'il aurait dû voir depuis longtemps, mais que l'emprise de Fabienne avait soigneusement étouffées. Je regardais les immeubles défiler par la vitre, et une part de moi remontait 2 ans en arrière. 2 ans seulement. Et pourtant, j'avais l'impression de traverser une vie entière. À cette époque, Olivier était encore à mes côtés, mon mari depuis 42 ans, un homme juste, discret, travailleur, qui se levait chaque matin avant le lever du soleil pour gérer notre atelier de mécanique à Créteil. Nous avions tout construit ensemble, pierre après pierre, du premier outil acheté à crédit jusqu'à l'entreprise solide qui assurait notre tranquillité. Puis, le cancer du pancréas est arrivé, rapide, silencieux, cruel. En 6 mois, il a refermé ses yeux pour la dernière fois, ma main serrée dans la sienne. 3 jours plus tard, Maître Augustin, notre notaire depuis des décennies, m'a reçu dans son cabinet parisien. Je pensais régler quelques formalités administratives. Je n'étais pas prête à entendre ce qu'il avait à me révéler. Olivier avait laissé un patrimoine d'une valeur proche d'1 million d'euros. La maison, l'atelier, les investissements qu'il avait placés secrètement pour nous protéger, sans jamais faire de bruit. Puis Maître Augustin m'a donné une lettre manuscrite. La voix d'Olivier semblait encore vibrer dans les mots. Il me demandait une seule chose, protéger notre fils, même contre lui-même. Ne pas lui révéler l'existence de la fortune tant qu'il ne serait pas réellement capable de la gérer. Attendre le moment où sa maturité, sa lucidité et son discernement seraient au rendez-vous. Ce moment-là, je sentais qu'il allait enfin venir. Mais il ne viendrait pas d'une façon douce. Il arriverait comme un éclat, comme une vérité qui déchire. Et maintenant, je peux vous raconter comment tout a vraiment commencé. Parce que, avant de continuer,
vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. 6 mois après l'enterrement d'Olivier, alors que je commençais tout juste à retrouver un rythme paisible dans ma maison de Saint-Maur-des-Fossés, Henri est arrivé un dimanche après-midi avec une femme que je n'avais jamais vue. Je préparais du thé quand la sonnette a retenti. En ouvrant la porte, je suis restée figée une seconde. Fabienne se tenait devant moi, perchée sur des talons aiguilles étincelants, robe moulante, maquillage travaillé comme pour une séance photo. Elle tenait son téléphone à la main, l'écran allumé, prête à saisir le moindre angle flatteur. « Bonjour, Madame Myriam » me lança-t-elle avec un sourire éclatant mais froid. « Je suis Fabienne, créatrice de contenu lifestyle. Très heureuse de vous rencontrer. » Henri, lui, paraissait ému, presque enfantin, fier de me présenter celle qui, manifestement, occupait tout son esprit. Il vivait dans un petit appartement loué à Paris, près de la station Faidherbe-Chaligny. Mais Fabienne pénétra chez moi, comme si elle revenait d'un long voyage dans sa propre maison. Elle glissa sa main parfaitement manucurée sur le dossier du canapé, observa les cadres accrochés au mur, renifla légèrement l'air comme pour analyser la valeur sentimentale et financière de chaque objet. Elle s'installa sans demander, croisant les jambes avec élégance étudiée. « Quel endroit charmant !» dit-elle. « Un peu vintage, mais très chaleureux. » Je souris, mais mes yeux notaient tout. Son regard curieux, ses gestes qui dérapaient intentionnellement, sa façon de tourner les questions en compliments empoisonnés. Et cette maison, elle est grande pour une personne seule, non? Vous devez avoir beaucoup de responsabilités. À votre âge, cela ne devient-il pas fatigant de gérer tout cela? Je répondis posément que je me débrouillais parfaitement. Henri ne remarqua rien. Il était absorbé par la présence de Fabienne, captivé comme un homme qui souhaite désespérément croire qu'il a enfin trouvé la bonne personne. À un moment donné, Fabienne se leva et marcha vers la commode en acajou près de la fenêtre. Elle effleura les tiroirs, en ouvrit un par erreur, dit-elle, puis le referma aussitôt. « Oh, pardon, je pensais que c'était un cadre. Quel étourdi je fais !» Je ne dis rien, mais intérieurement mes antennes se dressèrent. Ce n'était pas une maladresse, c'était une reconnaissance des lieux. La conversation continua, légère en apparence, mais chaque phrase de Fabienne était aiguisée comme une lame. Elle voulait des informations, sur l'atelier de Créteil, sur ma santé, sur mon quotidien, sur mes économies supposées. Elle souriait, mais ses yeux calculaient. 3 mois plus tard, Henri m'annonça leur fiançailles, radieux comme je l'avais rarement vu. Ils s'étaient décidés très vite. « Quand 2 âmes se trouvent, il n'y a pas besoin d'attendre », me dit-il avec un sérieux touchant, mais naïf. Fabienne prit alors les choses en main avec une assurance qui m'étonna. Le mariage aurait lieu à Paris, dans un lieu prestigieux, avec traiteur haut de gamme, décoration luxueuse, prestations de photographie et de musique de premier choix. Elle parlait comme si elle organisait un événement mondain. Et surtout, elle parlait comme si ma participation financière était évidente. « Vous êtes la mère du marié, Myriam. Il est normal que vous contribuiez à l'événement. Ce sera un grand jour pour nous tous. » Ce ton, ferme mais déguisé en politesse, m'aurait irrité si je n'avais pas aimé mon fils plus que tout. J'ai donc participé. Une somme importante que j'ai donnée sans faire de scène, sans m'abaisser, en fixant clairement mes limites. Mais 2 semaines plus tard, Fabienne revint à la charge. Les prix ont augmenté, vous comprenez, le traiteur a revu ses tarifs, la décoratrice aussi. Il nous manque encore une partie du budget. Cette fois, j'ai refusé immédiatement. Elle a insisté, se montrant presque théâtrale. Henri, mal à l'aise, restait silencieux, pris entre loyauté et aveuglement. J'ai pensé longuement, puis, une dernière fois, j'ai accepté de compléter. Pas par faiblesse, par stratégie. Je savais déjà que quelque chose clochait profondément dans cette femme. Et parfois, pour voir clair, il faut laisser le mensonge se dérouler. Quelques jours plus tard, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai appris que le mariage civil avait eu lieu. Une photo parfaite, filtrée, mise en scène. Fabienne et Henri devant la mairie, légendée, une cérémonie intimiste avec les personnes qui comptent vraiment. Je n'étais pas sur la photo, ni dans la liste des personnes mentionnées. Je n'avais pas été invitée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas supplié.
Je n'ai pas posé de questions. Je me suis simplement promis une chose. Si l'on me met à l'écart, je n'irai pas frapper à la porte pour mendier une place. Je me suis reculé d'un pas. Mais j'ai ouvert grand les yeux. La suite m'a donné raison. Les mois ont passé, et Henri s'est éloigné comme une silhouette que l'on voit partir au bout d'un quai sans jamais se retourner. Les appels se sont espacés, puis raréfiés. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas rempli sa messagerie de reproches ou de questions. Je lui envoyais parfois un message sobre, lui proposais un déjeuner, une promenade, une soirée tranquille à Saint-Maur-des-Fossés. Lorsqu'il répondait qu'il était occupé, je reprenais ma vie. Le marché du mercredi matin, où les marchands me connaissaient depuis des années. Les réunions de l'association culturelle du quartier. Un café partagé avec ma voisine, Marianne, qui voyait bien que quelque chose me rongeait, mais qui respectait mon silence. Je souffrais, oui, mais je tenais debout. La douleur n'est pas une raison pour perdre sa dignité. Un jeudi soir, alors que je rangeais des livres dans le salon, mon téléphone a sonné. C'était Henri. Sa voix était surexcitée, presque enfantine. « Maman, j'ai une grande nouvelle. Fabienne est enceinte. » Je suis restée immobile quelques secondes. Je ne ressentais ni joie ni colère, juste un pincement au cœur. « Félicitations, mon fils. » ai-je répondu avec calme. 2 jours plus tard, un samedi matin, ils sont arrivés chez moi. Fabienne portait une robe légère et posait la main sur son ventre, encore parfaitement plat, comme si elle protégeait déjà une vie fragile. Son sourire était trop large, trop contrôlé. Henri, lui, paraissait nerveux, déstabilisé par ce qu'il s'apprêtait à me dire. Ils se sont assis dans la salle à manger. Fabienne a sorti une chemise rigide de son sac. « Nous avons réfléchi à l'avenir », déclara-t-elle avec un air grave. « Pour offrir une stabilité au bébé, nous avons consulté un avocat. Il a préparé un projet de donation. » Elle posa les documents devant moi. Je les ai ouverts. C'était un acte de donation de ma maison, rédigé comme une cession définitive au profit d'Henri. Aucune clause d'usufruit pour me protéger, aucun droit d'habitation, aucune réserve légale. En signant, je perdais immédiatement la jouissance de mon propre toit. En d'autres termes, je donnais tout, et je pouvais être mise dehors à tout moment. Je parcourus chaque page en silence, ligne après ligne. On évoquait la nécessité de garantir un environnement stable pour l'enfant, l'opportunité d'anticiper la transmission du patrimoine, l'intérêt supérieur de la famille, un langage soigné, mais entièrement dépourvu de protection pour moi. Quand je relevais la tête, Fabienne me fixait avec insistance, les yeux brillants d'une impatience à peine voilée. « Myriam, » dit-elle d'un ton mielleux qui tremblait d'autorité, « vous avez déjà bien vécu. Il est temps de penser à la nouvelle génération. Nous commençons notre vie. Vous l'avez déjà faite. » Ces mots ont glissé dans l'air comme une gifle polie. Je ne répondis pas. Elle continua, cette fois plus dure. Ce serait égoïste de garder une maison aussi grande pour vous seul. Henri et le bébé ont besoin d'espace. Vous vous en rendez compte, non? Je la regardais sans bouger. Dans mon silence, elle vit une résistance. Cela l'agaça. « Vous avez toujours vécu en privilégié, » attaqua-t-elle. « Mais maintenant, c'est notre tour. Si vous refusez de penser à votre petit enfant, alors vous vous excluez vous-même. » Elle venait de révéler sa vraie nature. Mais je restais droite sur ma chaise. Je ne cherchais pas à me justifier, encore moins à plaire. Finalement, je me levai lentement. Je refermai la chemise et la lui rendis calmement. Je ne signerai pas. Pas comme cela. Et surtout pas sous la pression. Fabienne devint rouge d'un coup, comme si une porte s'était fermée sous son nez. « Très bien !» s'écria-t-elle. « Dans ce cas, ne venez pas pleurer lorsque vous ne verrez jamais votre petit enfant. » Henri sursauta. Il regarda Fabienne puis moi. Il cherchait un appui, une issue, un sens. Il ne trouva rien d'autre que sa propre peur. « Maman, tu compliques tout, tu ne comprends rien à notre situation, » dit-il d'une voix brisée. Je répondis simplement, « Je comprends très bien, et je n'agirai pas sous la contrainte. » Fabienne se leva vivement. « Allons-y, Henri. Elle refuse d'aider. Cela montre tout. » Henri baissa les yeux. Il la suivit.
Le soir même, j'ai découvert qu'il m'avait bloqué sur son téléphone. Aucun appel possible, aucun message reçu. Comme si j'avais cessé d'exister. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas couru après lui. Je me suis assise dans mon fauteuil, j'ai respiré profondément et j'ai laissé le silence m'entourer. Puis, j'ai pris une décision. J'ai saisi mon téléphone et composé le numéro de Maître Augustin. « Maître, j'ai besoin de protéger mon patrimoine, lui ai-je dit. Et surtout, j'ai besoin de connaître la vérité sur Fabienne. » Sa réponse fut lente, mais ferme. « Nous allons éclaircir tout cela, Madame Myriam. Je suis à votre disposition. » Cette fois, ce n'était plus la douleur qui parlait, c'était la lucidité. Et la lucidité ne se laisse jamais intimider. Lorsque je suis entrée dans le cabinet de Maître Augustin, à Paris, la lumière pâle du matin filtrait à travers les voilages et donnait au lieu une gravité presque solennelle. J'avais l'impression de venir chercher une vérité que je redoutais, mais que je ne pouvais plus ignorer. Maître Augustin, un homme à la voix douce mais ferme, m'a invité à m'asseoir. Sur son bureau attendait une chemise épaisse, remplie de documents. Je savais que ma vie allait changer en l'ouvrant. « Madame Myriam, nous avons fait les vérifications nécessaires, » commença-t-il. « J'ai confié une partie de l'enquête à un détective privé avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Ce qu'il a découvert est sérieux, très sérieux. » Je suis restée immobile. J'ai répondu simplement « Montrez-moi ». Il a ouvert la chemise. La première page montrait un rapport détaillant les activités numériques de Fabienne. Elle n'était pas la créatrice de contenu influente qu'elle prétendait être. Une grande partie de ses abonnés Instagram avaient été achetés sur des plateformes frauduleuses. Ses supposées collaborations avec des marques étaient de simples mises en scène. Elle achetait les produits, prenait des photos, puis les renvoyait aux enseignes avant la date limite. Une façade brillante, mais creuse. La deuxième section du dossier révélait des dettes considérables. Des cartes de crédit au plafond, des prêts personnels contractés dans plusieurs banques, des factures impayées auprès de prestataires. Une spirale financière dangereuse, masquée sous son vernis de luxe. Maître Augustin me montra ensuite une copie d'un dossier judiciaire datant de 2 ans. Fabienne avait déjà escroqué un pharmacien indépendant de province en simulant une fausse grossesse. Elle avait réclamé de l'argent pour un prétendu enfant à venir, présenté de faux documents médicaux, puis disparu. Le pharmacien avait porté plainte. Pour éviter une condamnation lourde pour escroquerie, elle avait signé un accord pénal, remboursant partiellement la somme et acceptant des mesures de suivi. Cela expliquait pourquoi elle avait déménagé à Paris et effacé une partie de son passé numérique. Puis, le notaire prit une grande inspiration. Le détective a trouvé pire encore. Je vous préviens, ce que vous allez entendre est choquant. Il alluma un petit appareil et lança la lecture d'un message vocal. La voix de Fabienne s'éleva, claire, tranchante. « Henri, écoute, sa maison vaut cher, et je suis certaine qu'elle cache plus d'argent que ce qu'elle prétend. Si elle refuse d'aider, nous pouvons toujours demander sa mise sous tutelle. Il suffit d'un certificat médical parlant de troubles cognitifs. Avec un début d'Alzheimer, personne ne posera de questions. Tu deviendras son tuteur légal et tu récupéreras tout. » J'ai senti un froid me traverser le dos. Maître Augustin posa doucement sa main sur la table. « Madame Myriam, cette conversation montre une intention manifeste d'abus. La mise sous tutelle, en France, est un dispositif strictement encadré pour protéger les personnes vulnérables, pas pour les déposséder. Fabienne envisageait de détourner la procédure à des fins personnelles. C'est extrêmement grave. » Il fit glisser un autre document vers moi. Des captures d'écran, des transcriptions, des échanges privés. Puis des vidéos. La première montrait Fabienne dans une chambre, retirant une fausse grossesse en silicone qu'elle portait sous une robe. Elle riait, déposant l'accessoire sur une chaise, puis se filmait dans le miroir en disant « Encore quelques semaines, et tout sera à nous. » Une autre vidéo révélait Fabienne embrassant un homme dans une salle de sport. Rémi, un coach sportif, selon le détective, avec qui elle entretenait une liaison régulière les jours où Henri travaillait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas imploré. Je suis restée silencieuse. Un silence douloureux, mais lucide, solide. « Henri est sous emprise », ai-je finalement murmuré. « Il ne voit plus rien par lui-même. » « Malheureusement, oui »,
répondit maître Augustin. Si vous confrontez Fabienne maintenant, elle retournera la situation contre vous. Elle a déjà préparé les arguments. Elle vous ferait passer pour une mère jalouse ou instable. Vous risqueriez même qu'elle tente de précipiter la procédure de tutelle. Il faut attendre. Choisir le moment exact. Celui où Henri sera forcé de voir la vérité. Je refermai la chemise lentement. Alors nous allons attendre, dis-je, mais nous allons agir. Le notaire approuva d'un signe de tête. Le lendemain, je contactai un informaticien recommandé par maître Augustin. Un homme discret, très compétent, habitué aux demandes délicates. Je lui remis une copie des documents et lui expliquai ce que je voulais. Un envoi automatique, programmé, impossible à effacer avant lecture, envoyé directement dans le téléphone d'Henri à une heure précise. L'homme étudia les fichiers, hocha la tête et me promit que ce serait fait avec la plus grande prudence. 3 jours plus tard, alors que je dînais seul, mon téléphone a sonné. C'était Henri. « Maman, le mariage religieux est dans 3 jours. Fabienne pense que... Enfin, tu peux venir. » Il hésitait. Ce n'était pas une invitation sincère. C'était une nécessité d'apparence. « Très bien, » ai-je répondu sans discuter. « Je serai là. » Mais le lendemain soir, un message froid est arrivé. « Finalement, Fabienne préfère que tu ne viennes pas. Elle dit que ta présence la stresserait. » Je n'ai pas répondu. Je savais déjà que j'irais quand même. Non pas pour assister à la cérémonie, mais pour que mon fils me voie une dernière fois avant que la vérité n'éclate. Je savais déjà que ce jour-là, la façade de Fabienne s'effondrerait entièrement. Et que la vérité, enfin, serait libre. Le matin du mariage religieux, je me suis préparée avec le calme d'une femme qui sait exactement où elle met les pieds. Je n'avais aucune naïveté, aucune attente, seulement une certitude tranquille. La vérité allait parler d'elle-même. J'enfilai ma robe bleu pétrole, la même que j'avais choisie pour honorer le jour où mon fils devait commencer une nouvelle vie. Je coiffai mes cheveux, mis un parfum léger, puis sortis, la tête haute. Lorsque j'arrivai devant l'église Saint-Sulpice, je fus frappé par la beauté du décor. Des gerbes de fleurs blanches entouraient l'entrée. Les invités, élégants, riaient, prenaient des photos. Je montai les marches avec lenteur, sans trembler. Mais, soudain, Henri apparut devant moi, accompagné des 2 mêmes agents de sécurité. Son visage était fermé, presque dur. « Maman, tu ne peux pas entrer, » dit-il d'une voix glaciale. « Je te l'ai déjà dit, tu n'as pas été invitée. La famille ne te considère plus comme l'une des leurs. S'il te plaît, pars. » Je le regardais droit dans les yeux. Son regard fuyait le mien, comme s'il avait peur de ce qu'il pourrait y trouver. Je ne baissai pas la tête. Je ne me froissai pas. Je répondis simplement, d'une voix posée, « Très bien, Henri, mais n'oublie pas de regarder ton téléphone. » Je me tournai aussitôt, sans colère ni hâte, et descendis les marches aussi dignement que je les avais montées. Aucun cri, aucun reproche, aucun geste théâtral. Je pris le VTC qui m'attendait et rentrai chez moi, le dos droit, la respiration stable. Il était 14h50. Le message était programmé pour 15h10. Assise dans mon salon, je regardais l'horloge sans bouger. Je savais que, dans quelques minutes, le mensonge soigneusement construit autour d'Henri allait s'effondrer. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'église, le prêtre commençait la cérémonie. Les invités se levaient, la musique résonnait, et Fabienne avançait dans l'allée, radieuse dans sa robe blanche. Henri, à ses côtés, essayait de sourire. C'est alors que son téléphone vibra une première fois. Il ignora. Puis une deuxième. Puis une troisième. Une notification apparut, impossible à masquer. À lire maintenant, de la part de maman. Le fichier s'ouvrit automatiquement. Henri baissa les yeux. Le premier élément se lança, une vidéo de Fabienne, debout dans leur chambre, retirant un ventre de silicone, riant, disant que dans quelques semaines, tout serait à eux. Henri blêmit. Ses mains tremblaient. Il fit défiler. Des enregistrements audio. La voix de Fabienne, précise, calculatrice. « Si elle refuse, nous demanderons sa mise sous tutelle. Un certificat sur un début d'Alzheimer et c'est réglé. Tu deviendras tuteur légal et tu récupéreras tout. » Puis les photos. Fabienne embrassant Rémi, le coach sportif, dans une salle de sport, puis sur un parking.
Enfin, les documents judiciaires, la fraude, la fausse grossesse passée, l'accord pénal, les dettes. Et, pour finir, ma vidéo. Moi, assise dans mon salon, regardant la caméra sans trembler, « Henri, je t'aime depuis le premier jour où je t'ai porté dans mes bras. La vérité est difficile, mais tu dois la connaître. Ton père t'a laissé un patrimoine important, sous ma protection, le temps que tu sois prêt. Cette femme ne t'aime pas. Elle t'utilise. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même lorsque tu t'es éloigné, même lorsque tu m'as rejeté. Je suis ta mère, et je serai toujours là pour toi, dès que tu ouvriras les yeux. » Le visage d'Henri se décomposa. La cérémonie s'arrêta. Le prêtre resta muet. Les invités se figèrent. Henri se tourna vers Fabienne. « Tu n'es pas enceinte, » murmura-t-il d'une voix brisée. Elle tenta un sourire forcé. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Il montra la vidéo du ventre en silicone. Fabienne perdit tout son sang-froid. « Henri, écoute-moi. Je peux tout expliquer. » Mais il n'y avait plus rien à expliquer. La scène devint glaciale. Les masques étaient tombés. Sans un mot de plus, Henri quitta l'église, laissant Fabienne au milieu des fleurs et des regards horrifiés. 20 minutes plus tard, on sonna à ma porte. Quand j'ouvris, Henri se tenait là. Sa chemise était froissée, sa cravate pendait de travers, ses yeux étaient rouges. Il entra sans attendre, tomba à genoux devant moi et éclata en sanglots. « Maman, pardon, pardon pour tout. Je t'ai blessé, je t'ai rejeté, je t'ai humilié. Comment as-tu pu encore me protéger après tout cela ?» Je me baissai, posai mes mains sur ses épaules et le relevai doucement. « Henri, mon fils, tu étais sous emprise. Et moi, j'ai agi quand il le fallait. » Je le pris dans mes bras, non pas comme une mère qui remercie d'être enfin aimée, mais comme une femme qui a choisi la justice, la patience et la vérité. Ce jour-là, ce n'est pas moi qui l'a retrouvé, c'est lui-même. 1 an a passé depuis le jour où tout a éclaté à l'église Saint-Sulpice, et je suis assise sur la terrasse de ma maison à Saint-Maur-des-Fossés. Le soleil traverse doucement les feuilles du vieux cerisier du jardin, et la brise porte encore l'odeur du café que je viens de préparer. Parfois, je me surprends à repenser à la femme que j'étais avant cette tempête, et je me rends compte à quel point ma vie s'est transformée. Non pas dans le bruit, ni dans les grands gestes, mais dans cette reconstruction lente, méthodique et profondément apaisante. Henri a repris sa place à la tête de l'entreprise familiale à Créteil. Les premiers mois ont été difficiles. Il doutait de lui, de ses choix, de son jugement. Mais il a travaillé, encore et encore. Avec moi à ses côtés, il a appris les rouages que son père lui avait toujours destinés sans jamais les lui imposer. Nous avons réorganisé l'atelier, modernisé les équipements, reconsolidé les liens avec les fournisseurs. Aujourd'hui, l'entreprise tourne bien et Henri y a retrouvé une fierté simple, sincère. Avec maître Augustin, nous avons également mis de l'ordre dans l'héritage. Tout a été établi dans un cadre légal clair, transparent, conforme aux volontés d'Olivier. La maison reste à mon nom, avec un usufruit à vie inscrit devant notaire, de sorte que personne, jamais, ne pourra s'en emparer ou me mettre dehors. Le reste du patrimoine a été réparti comme prévu, une partie déjà transmise, une autre placée sous gestion, le tout pensé pour assurer l'avenir d'Henri. Pour la première fois depuis longtemps, je dors tranquille. Henri a aussi commencé une thérapie. Il en avait besoin. La prise de conscience de l'emprise psychologique de Fabienne ne s'est pas faite en un jour. Il a dû revisiter ses fragilités, ses manques affectifs, cette solitude silencieuse qui l'avait rendu vulnérable aux manipulations les plus habiles. Je le regarde avancer, séance après séance, apprendre à poser des limites, à reconnaître les signes d'un rapport toxique, à se faire confiance. Je suis fière de lui, mais une fierté sereine, sans triomphe. Chacun guérit à son rythme. Quant à Fabienne, la justice a suivi son cours. Henri a immédiatement engagé une procédure de divorce pour faute, fondée sur les tromperies, les mensonges et les manœuvres frauduleuses. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce en quelques mois, reconnaissant les torts exclusifs de Fabienne. Parallèlement, plusieurs anciennes victimes ont déposé plainte, d'autres dossiers ont été rouverts.
Les témoignages concordants et les documents bancaires ont pesé lourd. Elle a été condamnée à de la prison ferme pour escroquerie, falsification de documents et usage frauduleux de fausses attestations médicales. Un jour, Henri a reçu une lettre de sa part. Elle implorait une attestation pour réduire sa peine, parlant de rédemption, de seconde chance, de malentendu. Henri m'a montré la lettre. Il n'était ni en colère, ni ému, seulement droit. « Je ne peux pas l'aider, maman. Pardonner, oui, mais servir d'alibi, non. » Je lui ai répondu « Alors tu fais ce qui est juste. » De mon côté, ma vie s'est ouverte sans que je m'en rende compte. À l'entreprise, j'ai rencontré Caroline, une collègue d'Henri, une femme chaleureuse, franche, qui ne joue aucun rôle. Peu à peu, elle est entrée dans notre quotidien, accompagnée de ses 2 filles, Louise et Juliette. Elles m'ont adoptée presque immédiatement, comme si j'avais toujours été là. Les dimanches sont redevenus vivants. Rires d'enfants, odeurs de barbecue dans le petit jardin, jeux improvisés, discussions jusqu'au crépuscule. Je ne remplace personne et personne ne me remplace. Nous cohabitons dans cette affection nouvelle, simple, respectueuse. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens appartenir à un cercle qui ne me demande ni sacrifice aveugle, ni effacement. 3 ans plus tard, un matin clair de printemps, je me rends au bureau d'Henri, dans les locaux rénovés de l'atelier mécanique. Sur la façade, on lit désormais « Atelier mécanique Olivier et fils ». Je porte un gâteau encore tiède, comme je le faisais autrefois pour son père. Henri lève les yeux en me voyant entrer. « Maman, tu vas finir par me rendre dépendant à tes gâteaux », dit-il en riant. Je pose la boîte sur la table et l'observe quelques instants. Il a vieilli un peu, mûri surtout, mais son regard n'est plus celui d'un homme perdu. « Merci, dit-il soudain, plus sérieux. Merci de ne jamais avoir renoncé à moi. » Je secoue la tête, souriante. Les mères ne renoncent pas. Elles apprennent juste à attendre et à agir au bon moment. Je quitte le bureau, traverse l'atelier où résonnent les bruits familiers des machines et je sens monter en moi une paix que je n'aurais jamais cru retrouver. J'ai perdu beaucoup, j'ai gagné autrement, mais surtout, j'ai compris que l'amour maternel n'est pas un sacrifice sans fin. C'est une force calme, une boussole, un socle qui reste droit même au cœur de la tempête. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.